Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal de 18h. La société minière de Sadiola, CMOS SA, a offert plusieurs vivres aux couches vulnérables de la région de Kaya, d'une valeur de plus de 11 millions de francs CFA. Cette action s'inscrit dans le cadre de la commémoration du mois d'octobre, mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Sadio Sidibé pour le compte rendu. Dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale, la société minière de Sadiola, CMOS SA, a procédé à une importante donation au profit des populations locales. Cette initiative s'inscrit dans leur politique de responsabilité sociétale des entreprises et vise à renforcer les actions de solidarité au sein des communautés riveraines des sites miniers. Le coût est estimé à plus de 11 millions de francs CFA. Cette cérémonie s'inscrit dans la continuité de l'action de solidarité. Le mercredi, en direction des personnes les plus âgées dans les 13 villages communautaires des mines de Sadiola et de Korali. En effet, nous avions remis ce jour-là, je pense que M. le maire en a déjà parlé, aux 2 personnes les plus âgées, un homme et une femme de chacun des villages autour de nos 2 mines. Des dons en nature, composés d'une couverture, d'une moustiquaire imprégnée, d'un tapis de prière et d'un rosaire et une enveloppe de 100 000 francs CFA, pour manifester notre respect et notre compassion envers les personnes âgées. Dans notre élan de solidarité de cette année, nous avions choisi 26 personnes âgées et 65 personnes vulnérables dans les villages voisins des mines de Sadiola et de Korali du Sud, pour donner à chacune un kit composé d'un sac de riz, d'un sac de sucre, 10 litres d'huile, un carton de pâte et un paquet de lait et de 5 kg, dont la valeur monétaire totale s'élève à 11 352 000 francs CFA. Nous profitons de cette occasion pour réitérer nos remerciements au sous-préfet de l'arrondissement de Sadiola et au maire de la commune pour avoir conduit les équipes de remise de dons aux personnes âgées dans les villages communautaires. Je suis vraiment honoré d'être là parmi vous ce matin pour partager avec vous la joie des services techniques sous le leadership du général de brigade de Moussa Soumaré, qui est le gouverneur de la région de Kaye, qui a bien voulu nous mandater pour venir le représenter ici avec mon collègue de la géologie et des mines, afin de pouvoir parler au nom de cette administration régionale. D'abord, je pense qu'il y a lieu d'apporter un certain nombre de précisions parce que le contexte dans lequel nous nous sommes réunis ce matin, c'est dans le cadre de la célébration de la 30e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. C'est bien sûr depuis 1995 que l'État a institutionnalisé donc ce mois, sur les 12 mois de l'année, et réparti encore ce mois aussi en 4 semaines thématiques, dont la première semaine est consacrée à nos personnes âgées, que nous appelons généralement les personnes du 3e âge. La deuxième semaine est consacrée à la femme et à l'enfant. La 3e semaine est consacrée aux personnes vivant avec un handicap. Et la 4e semaine, c'est la semaine de la jeunesse, de l'emploi et de l'entrepreneuriat. La cérémonie de remise des dons s'est déroulée en présence des autorités administratives et coutumières, des représentants des sociétés minières et des bénéficiaires. Au cours de cette activité, la société a offert des sacs de riz, des cartons d'huile et des spaghettis, etc. Je ne doute point qu'il revêt la même importance pour vous, chers invités, car il s'agit bien de la remise de dons par la CMOS SA aux personnes démunies des villages environnants de la mine d'or de Sadiola, après celle des personnes âgées, comme l'a été signalé ici plus tôt, dans les cadres de la célébration du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion. À titre de rappel, les plus hautes autorités du Mali ont consacré depuis 3 décennies le mois d'octobre comme mois de solidarité et de lutte contre l'exclusion. Il vise à rappeler à toutes les filles et à tous les fils du pays la valeur cardinale que constitue la solidarité. Un vecteur de cohésion sociale pour un développement harmonieux.
C'est ainsi que cette année, le Mali célèbre la 30e édition, comme l'a rappelé le directeur, du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion sur le thème « Solidarité dans la diversité culturelle, base d'une société inclusive ». Ce thème cadre parfaitement avec la vision très éclairée de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui a décrété l'année 2025, année de la culture. Il met en avant la cohésion sociale, le respect des valeurs culturelles et l'inclusion de toutes les couches sociales, en particulier les personnes les plus vulnérables. En collaboration avec les autorités administratives et politiques de Sadiola, a bien voulu célébrer le mois de solidarité de lutte contre l'exclusion à travers des actions de solidarité envers les personnes âgées et les personnes démunies dans les 8 villages environnants de la mine d'or de Sadiola et les 5 villages de Korali Sud. Ces actions concernent au total 91 personnes, comme l'ont rappelé les uns les autres, en raison de 2 personnes âgées et de 5 personnes démunies par village. Notons que cette action traduit l'engagement des entreprises minières à accompagner les efforts du gouvernement dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Cette donation illustre une fois de plus la volonté des sociétés minières opérant dans la région de contribuer activement au développement communautaire au-delà de leurs activités économiques. Les militants et sympathisants de la section Ansardine de Oué, située à Bobo-Dioulasso, ont procédé à l'Assemblée générale provinciale du bureau. Le bureau sortant a été reconduit pour un nouveau mandat. Sadio Sidibé pour les détails. Tenue de l'Assemblée provinciale de Oué, située à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso de la section Ansardine, à l'issue de laquelle l'ancien bureau a été reconduit avec tous ses membres. Une occasion pour les militants et sympathisants Ansar de saluer cette alternance tout en remerciant les uns et les autres pour leur présence. Le président du bureau sortant reconduit a vivement félicité tous pour leur participation et sollicité l'accompagnement et les bénédictions des uns et des autres. Au cours de la cérémonie, ils ont salué les résultats probants obtenus lors de ce mandat, tout en les exhortant à redoubler d'efforts pour les prochaines années à venir. Nous remercions le Tout-Puissant de nous avoir accordé ce grand jour, le jour de l'Assemblée générale de la section du Oué. Et la joie est vraiment immense et beaucoup d'inquiétudes mélangées, car le mandat de 5 ans passés, nous avons été reconduits devant les femmes encore pour conduire le bureau. Alors, nous remercions tous ceux qui ont vraiment pensé à nous et nous les invitons à nous apporter beaucoup d'aide, beaucoup de soutien, beaucoup de bonnes idées et beaucoup de critiques aussi pour l'avancée du travail. Nous nous confions à Dieu, au prophète, à notre guide, à Seyd Ousmane Madan Haïdara, avec les bénédictions, avec beaucoup de guidance, afin que le travail puisse se passer comme lui-même il a souhaité. Au quartier Salafalo pour l'Assemblée provinciale, et l'Assemblée de la section. D'une autre manière, la convention de la section. Voilà. Après le Mauloud, et ça c'est la deuxième convention. C'est la convention là où on clôture toutes les années, toutes les festivités de 2024-2025. Avant de rentrer, de commencer l'année 2025-2026. Bon, on rend grâce à Dieu. Ce matin, on a fait vraiment le grand douaou et avant de commencer le travail qui débutera après l'Assemblée. Vraiment, il y a les prêcheurs qui sont venus de toutes parts. Et ils sont venus de Bobo-Dioulasso, des villages environnants, vraiment pour venir faire la lecture du Coran, du Saint-Coran, et pour les fêtes à venir, pour que Dieu puisse faciliter les choses. Donc après ça, on a fait les comptes rendus, les bilans annuels. Plus les bilans annuels, on a élaboré le budget 2025-2026. Le budget a été présenté à l'Assemblée, je pense qu'ils ont adopté, il n'y a pas eu de problème. Au cours de l'Assemblée générale provinciale, les militants et sympathisants Ansar sont venus de plusieurs localités du Burkina Faso afin d'assister à cet événement.
Occasion pour les femmes également venues nombreuses de remercier les uns et les autres pour leur participation. Cette assemblée générale provinciale se tient au terme de chaque mandat. La confiance que les membres nous ont portée, Inch'Allah, cette confiance-là, ça va rester intacte, avec le soutien même de ces mêmes membres, puisque ce sont eux qui ont voulu qu'on a continué le mandat. Donc, on demande leur soutien aussi pour qu'on arrive à bout. Ensemble, on va bâtir l'islam comme l'a demandé le guide spirituel des Ansar, Chérif Ousmane Madane Aïdara. Et puis on profite de votre micro aussi pour vraiment lui faire des bénédictions avec toute sa famille. Voilà, que Dieu nous en garde, que Dieu les protège des ennemis, que Dieu nous protège des ennemis. Et on souhaite aussi que la paix revienne à notre nation et au pays limitrophe du Burkina Faso. Notons qu'au cours de la cérémonie, les militants et sympathisants Ansar se sont fortement réjouis tout en saluant tous pour leur participation accrue. Avant la fin de la cérémonie, un cachet particulier a été adressé à la famille du guide spirituel des Ansar, à Seyd Chérif Ousmane Madane Aïdara. Le bureau sortant reconduit a également sollicité les bénédictions du guide spirituel des Ansar afin que le nouvel mandat soit un succès. Actualité hors de nos frontières, à présent, la CPI est soumise à une logique eurocentrée et en est devenue un instrument juridique selon certains analystes africains. Voyons tout cela avec Moussa Fomba. Créée en 2002, cette instance a été initialement conçue pour que des massacres comme ceux du Rwanda puissent être jugés par une institution internationale indépendante. Même si la Cour est composée de juges et de procureurs hautement qualifiés, la question de ce qui relève ou non de sa compétence est déterminée par des considérations politiques. Il est indéniable que les grandes organisations internationales, y compris la Cour pénale internationale, présentent un biais eurocentrique, un biais en faveur des pays du Nord, explique Priscilla Caneparo, professeure de droit international à l'université Ambra aux États-Unis. Notamment parce que le droit international lui-même a été construit du point de vue des pays du Nord et surtout du point de vue de l'histoire européenne. Faute de pouvoir agir de manière indépendante, l'instance est contrainte de suivre les directives des puissances hégémoniques pour poursuivre les accusés, poursuit-elle. La Cour pénale internationale CPI manque d'armes, disons d'outils suffisants pour imposer sa volonté. Elle est donc subordonnée aux intérêts des pays du Nord. Il convient peut-être de repenser sa configuration. Tout en s'efforçant de poursuivre certains accusés, la CPI manœuvre également pour en incriminer d'autres, comme dans le cas des enquêtes visant la Russie ou le Soudan, a indiqué de son côté Pedro Martins, doctorant en relations internationales de l'Université d'État de Rio de Janeiro. Dans certaines situations, la haie exerce d'énormes pressions sur les États signataires pour qu'ils arrêtent des dirigeants mondiaux qui ne sont même pas membres de la Cour, note-t-il. L'Union africaine a exprimé son soutien au Nigeria que les États-Unis ont accusé de génocide chrétien et menacé d'une opération militaire. Restons avec Moussa Fomba pour les détails. La Commission de l'Union africaine prend note avec préoccupation des récentes déclarations des États-Unis d'Amérique alléguant que le gouvernement du Nigeria est complice du meurtre ciblé de chrétiens et menaçant d'une action militaire, a déclaré l'organisation dans un communiqué. La Commission de l'Union africaine souligne ce qui suit. La République fédérale du Nigeria est un État membre de longue date et précieux de l'Union africaine, jouant un rôle clé dans la stabilité régionale, la lutte contre le terrorisme, les initiatives de maintien de la paix et l'intégration continentale, indique le communiqué. L'Union africaine exhorte ses partenaires extérieurs, notamment les États-Unis, à s'engager auprès du Nigeria par le biais d'un dialogue diplomatique, du partage de renseignements et de partenariats de renforcement des capacités, tout en respectant la souveraineté nigériane, plutôt que de recourir à des menaces unilatérales d'intervention militaire qui pourraient compromettre la paix continentale, la stabilité régionale et les normes de l'Union africaine en matière de gestion pacifique des conflits, a conclu l'organisation.
Le 1er novembre, le président américain Donald Trump a annoncé avoir ordonné au Pentagone de préparer d'éventuelles mesures militaires contre les terroristes islamistes au Nigeria afin de protéger les chrétiens. Auparavant, il avait affirmé que les chrétiens du Nigeria étaient confrontés à une menace existentielle et s'était engagé à les protéger. Le même jour, le président nigérian Bola Tinubu a réfuté les accusations de Trump, déclarant que la représentation du Nigeria comme un pays d'intolérance religieuse était inexacte et ignorait les mesures prises par les autorités pour protéger la liberté de religion et de conscience de tous les Nigérians. Selon lui, Abuja entretient un dialogue ouvert et constructif avec les responsables chrétiens et musulmans et continue de s'attaquer aux problèmes de sécurité qui menacent les citoyens, quelle que soit leur appartenance religieuse. L'Union africaine dit rejeter toute lecture simpliste instrumentalisant la religion et invite ses partenaires, dont les États-Unis, à privilégier une approche respectueuse de la souveraineté et des principes de non-ingérence. Enfin, l'organisation se déclare prête à mobiliser son expertise, ses programmes de formation et ses mécanismes régionaux pour aider le Nigeria à protéger ses citoyens, garantir la liberté religieuse et restaurer une sécurité durable. Voyons le reste de l'actualité internationale commentée par Moussa Fomba. Les accusations du président américain Donald Trump selon lesquelles le Nigeria pratiquerait un génocide contre les chrétiens et ses menaces d'utiliser les forces pour combattre les terroristes ne font que masquer son intention de renverser le président Bola Tinubu, selon l'organisation sociopolitique Pan-Yoruba Afenifere, qui représente les intérêts du peuple Yoruba et auquel appartient Tinubu. La récente menace du président américain Donald Trump d'envahir le Nigeria pour combattre les terroristes n'était qu'un leurre destiné à masquer son mécontentement face à la position du président Bola Tinubu sur des questions d'intérêt public, a déclaré Jare Adjaji, porte-parole de l'organisation, cité par la chaîne de télévision Aris. L'accusation selon laquelle le gouvernement fédéral serait complice du meurtre de chrétiens par des bandits au Nigeria était non seulement infondée, mais visait également à salir la réputation d'un adversaire pour justifier sa propre destruction. En adoptant un ton aussi agressif, M. Trump espère amener le président Tinubu à négocier avec lui afin d'accroître son influence dans l'économie nigériane et éventuellement de contraindre le Nigeria à acheter davantage de biens, notamment d'armes aux États-Unis. L'Afrique du Sud conteste les déclarations du président américain Donald Trump selon lesquelles les résidents blancs du pays seraient persécutés, a indiqué les autorités dans un communiqué. D'après des diplomates sud-africains, qualifier les Afrikaners, entendez par là descendants des colons européens d'Afrique du Sud, de groupes exclusivement blancs, est contraire à l'histoire. De plus, l'affirmation selon laquelle cette communauté serait persécutée est dénuée de tout fondement, précise le communiqué. Selon le document, dans le contexte actuel, l'Afrique du Sud reste déterminée à contribuer positivement aux processus mondiaux. Forte de son propre parcours, de la division raciale et ethnique à la démocratie, l'Afrique du Sud est particulièrement bien placée pour promouvoir au sein du G20 un avenir de véritable solidarité où la prospérité partagée transcende les profondes inégalités, ont déclaré les diplomates. Ils ont ajouté que l'Afrique du Sud attend avec intérêt la conclusion fructueuse du sommet des dirigeants du G20. Quelques heures plus tôt, Trump avait annoncé sur Truth Social que les représentants américains ne participeraient pas au sommet du G20 qui se tiendra les 22 et 23 novembre à Johannesburg sous la présidence de l'Afrique du Sud. Trump a qualifié de honteuse la tenue de ce sommet en Afrique du Sud, évoquant la situation des droits de la population blanche qui selon lui est victime de violences. Le parquet d'Istanbul a émis un mandat d'arrêt contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et plusieurs hauts responsables gouvernementaux et militaires pour génocide, a-t-il annoncé. À la demande du bureau du procureur général, le magistrat de permanence pour les affaires criminelles à Istanbul a émis des mandats d'arrêt contre 37 suspects, dont le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le ministre de la Défense Israël Katz, le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir, le chef d'état-major de l'armée israélienne Eyal Zamir et le commandant de la marine israélienne David Sar Salama. En raison du génocide et des crimes contre l'humanité qu'Israël commet systématiquement dans la bande de Gaza, des milliers de personnes, dont des femmes et des enfants, sont mortes, des milliers ont été blessés et des zones résidentielles ont été détruites. Les accusations reposent en partie sur les actions menées par Israël contre les navires de la flottille de Soumoud. Les victimes de cette mission détenue puis extradées vers la Turquie ont été entendues.
Après le retour des victimes dans notre pays, des examens médicaux, légaux et psychologiques ont été menés à l'Institut de médecine légale d'Istanbul et les conclusions de ces examens ont été transmises au parquet, indique le communiqué. Le sommet russo-américain de Budapest aura lieu lorsque les conditions appropriées seront réunies, mais aucune date précise n'a été fixée pour le moment, a déclaré le Premier ministre hongrois Viktor Orban à l'issue des entretiens avec le président américain Donald Trump à la Maison-Blanche. Il a indiqué que la rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et Donald Trump à Budapest reste à l'ordre du jour. Elle aura lieu dès que les conditions seront réunies. Personne ne peut fixer de date précise pour le moment, a déclaré le chef du gouvernement lors d'une conférence de presse diffusée par la chaîne de télévision hongroise M1. Le 16 octobre, à la suite d'une conversation téléphonique avec Poutine, Trump a déclaré qu'il avait convenu de se rencontrer prochainement à Budapest. Le 20 octobre, le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov et le secrétaire d'État américain Marco Rubio se sont entretenus par téléphone au cours duquel ils ont discuté des mesures à prendre pour mettre en œuvre les accords conclus lors des entretiens téléphoniques entre Poutine et Trump. Cette rencontre a ensuite été reportée sine die. Merci pour votre constante fidélité à nos programmes. Bonne soirée à tous et à demain, Inch'Allah.